Loiseau, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes députée européenne Renew Horizon, responsable de tout ce qui est international, d'ailleurs, dans le parti d'Édouard Philippe. Oui. Bien, je parlerai un mot d'Édouard Philippe, mais vraiment en toute fin d'interview, parce qu'il y a plus important aujourd'hui. Non, si, qu'Édouard Philippe. Hier soir, il y a eu ce match France-Israël au Stade de France, 0-0, c'était 0. Titre l'équipe ce matin, 0 sur le plan du football, avec une ambiance morne. Mais tant mieux. Mais morne pleine. Mais hier. tant mieux que ce match ait été ennuyeux, tant mieux qu'il ait eu lieu. On a bien fait de pas céder. Le sport a gagné contre l'intolérance, c'est bien. Bon, c'est bien. Un mot sur ce qui s'est passé au Parlement européen. J'ai vu des députés de gauche qui ont jeté symboliquement des pages de papier censées noircies par les noms des enfants palestiniens tués à Gaza. Ils demandent des sanctions contre Israël. C'est vrai qu'il n'y a aucune sanction votée par l'Union européenne contre... Il y a des sanctions contre les colons violents de Cisjordanie, et c'est tout à fait juste, parce que un des drames qui est en train de se passer du fait du gouvernement de Netanyahou, c'est d'avoir laissé les colons extrémistes armés faire la loi. Mais j'aimerais dire aux gens de gauche du Parlement européen qui inondent le sol du Parlement européen de petits papiers, ce que disait Gabriel Attal, tu salis, tu nettoies. Parce que c'est les femmes de ménage mal payées du Parlement européen qui vont devoir subir leur gesticulation. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Bien, selon vous. Nathalie Loiseau, parlons de Marine Le Pen et parlons de l'Union européenne. Parce que dans l'affaire des attachés parlementaires du Front National, à l'époque c'était le Front National, c'est l'argent européen qui est en question. Donc alors non, c'est notre argent, c'est notre argent. Voilà, oui, c'est quand même l'argent de l'Europe, mais c'est en partie notre argent. C'est l'argent public, c'est l'argent des contribuables. C'est l'argent public. Bien, Nathalie avant de parler, de revenir sur les réquisitions, le réquisitoire, je voudrais revenir sur les soutiens. Parce que j'ai vu que M. Viktor Orban était outré par ce qui s'était passé, par le harcèlement judiciaire dont était victime Marine Le Pen. Ça vous surprend ? On a envie de dire à Viktor Orban, mêle-toi de tes affaires. Moi, je commente pas les décisions de justice, surtout que c'est pas encore une décision, mais non, c'est une réquisition. Qu'un dirigeant étranger se permette de le faire, ça dit tout sur Viktor Orban. Ça dit tout aussi sur les amitiés de Marine Le Pen. Marine Le Pen et le RN sont dans une opération de normalisation, mais qui tient pas la route 3 secondes. La réaction du RN aux réquisitions, moi je me souviens que Marine Le Pen avait dit au début du procès, j'ai confiance dans la justice de mon pays, et puis d'un seul coup on a une réaction populiste, des pétitions contre des réquisitions de justice. Et puis ses amis, c'est Viktor Orban, c'est Donald Trump, ce sont les populistes, ce sont les autoritaires. Et c'est Moscou, le Kremlin, qui officiellement apporte son soutien. Écoutez, le Kremlin a investi dans le Front National, donc il voudrait avoir un retour sur investissement. Les prêts du Kremlin au Front National sont connus, le soutien du Kremlin à Marine Le Pen est connu, donc évidemment, quand Marine Le Pen est en difficulté, ça plaît pas à Vladimir Poutine. Est-ce que dans le monde aujourd'hui, on tape sur le droit facilement, sur l'état de droit facilement, on devient vite victime ? Ce que je peux dire, après vous l'avoir dit, une décision de justice, et quand c'est même pas une décision de justice, je ne la commente pas, mais la victimisation, se plaindre que le parquet, le ministère public veuille appliquer la loi, c'est quand même très inquiétant sur le fond. Le vrai scandale, si Marine Le Pen et ses co-accusés sont condamnés, c'est ce que vous avez dit au début, c'est le détournement de 4,5 millions d'euros d'argent public. C'est ça le scandale. Oui, enfin c'est pas ce que semble penser Gérald Darmanin. Pardon, vous avez vu sa réaction ? Oui, mais je suis pas là pour commenter ce que dit Gérald Darmanin. Non, mais d'accord, vous n'êtes pas là. Moi, je vous dis. Mais vous en pensez. Attendez, Nathalie Loiseau. Vous n'êtes pas là pour commenter, mais enfin, vous en pensez quelque chose de ce qu'a dit Gérald Darmanin, Nathalie Loiseau. Écoutez, qu'en pensez-vous ? Qu'il y a une loi qui a été votée par les parlementaires. Et lui ? C'est pas le juge qui invente que l'inéligibilité est automatique. C'est la loi. Ça s'appelle la loi Sapin 2. Elle a été votée en 2016. Ça a été revoté en 2017 avec la loi sur la transparence de la vie publique. Donc quand la justice a l'intention d'appliquer la loi, ça me rassure plus que ça ne m'inquiète. Mais dites-moi, il n'y a pas que Gérald Darmanin qui dit cela. Il y a
aussi Christian Estrosi qui est dans votre parti. Il y a plusieurs personnes. Mais Horizon. Si certains pensent qu'il faut changer la loi, alors qu'ils le disent, moi, à titre personnel, je considère que quand on est condamné, ce qui n'est pas encore le cas de Madame Le Pen, je le rappelle, mais quand on est condamné pour détournement d'argent public, qu'on soit inéligible pendant une période de temps, ça a été le cas d'Alain Juppé. Je n'ai vu personne dire à l'époque c'est un scandale, et ça n'avait pas l'ampleur de ce qui est reproché au Front National et au Rassemblement National. Ça, c'est comme ça. Quand on est un homme ou une femme publique, politique, on réfléchit, on a évidemment, personne n'est au-dessus de la loi. C'est pas parce qu'on a envie de se présenter à une élection que la loi ne s'applique pas à vous, et on a en plus un devoir d'exemplarité. Mais quand j'entends Gérald Darmanin et Christian Estrosi, est-ce que ces propos sont irresponsables? Ces propos les regardent, mais je ne suis pas d'accord avec eux. Et c'est irresponsable vis-à-vis des citoyens qui, eux, sont confrontés à la loi. Mais voilà, ce que je dis et ce que je répète, personne n'est au-dessus des lois, et je dirais un homme ou une femme politique encore moins que quiconque. Bien. Mais alors, j'ai une autre question à vous poser, Nathalie Loiseau. Peut-on garantir qu'aujourd'hui, aucun collaborateur parlementaire d'un député européen, français ou autre, ne travaille pas pour le parti auquel il est rattaché? Ce que je peux vous garantir, et je suis dans mon 2e mandat, je suis au Parlement européen depuis 2019, c'est qu'il n'y a aucune ambiguïté. On peut pas dire « Ah, je ne savais pas, on ne me l'avait pas expliqué ». Vous arrivez au Parlement européen, l'administration du Parlement vous explique immédiatement ce que vous devez faire, comment vous devez passer vos contrats avec vos collaborateurs, et le fait que s'ils ont envie de travailler à titre bénévole et en dehors de leurs heures de travail au Parlement européen pour un parti politique, ça les regarde, mais que l'argent du contribuable qui leur est versé comme salaire ne peut pas servir à ça. Il n'y a pas d'ambiguïté, il y a un mur de feu, et franchement ceux qui disent « j'avais pas bien compris », c'est parce qu'ils n'avaient pas envie de comprendre. Bien, Nathalie Loiseau, accord Union Européenne-Mercosur. Nous allons nous opposer à la signature de cet accord par tous les moyens. Qui disait cela? C'était hier, à votre place, ici même, le ministre de l'économie, Antoine Armand. Par tous les moyens? Mais est-ce que nous avons les moyens, nous, Français, et peut-être d'autres pays européens? Est-ce qu'il y a une coalition qui est en train de se former contre cet accord éventuel? On se bat contre la signature de cet accord en l'état. Parce que cet accord est dangereux pour l'environnement, il est dangereux pour nos agriculteurs en particulier, pour nos éleveurs. On a appris il y a 2 jours que de la viande brésilienne arrivait déjà en Europe, la viande de bœuf élevée aux hormones. Ça veut dire qu'on est en train d'essayer de construire une coalition de pays opposés à cet accord. Les agriculteurs sont très mobilisés, à juste titre. On est en train de construire une coalition opposée. Pour le moment, au moment où on se parle, il y a 11 pays européens qui sont favorables à l'accord. 11, c'est beaucoup, mais c'est pas 27. Et c'est même pas la majorité. 11 pays européens favorables à l'accord aujourd'hui, et il y en a donc 16... Et on est en train de travailler tous les autres, les 16 autres, pour leur mettre sous les yeux les conséquences de cet accord. On connaît les problèmes de déforestation, on connaît les problèmes d'environnement. C'est un accord qui, en l'état, ne correspond pas à ce qu'on attend d'un accord commercial avec le reste du monde. Est-ce que vous pouvez nous dire ce matin, nous assurer que cet accord ne sera pas signé lors du G20 ? On se bat pour qu'il ne soit pas signé lors du G20. Je ne peux pas vous l'assurer. Ensuite, il y a la question de sa ratification. Ce qu'on souhaite, c'est qu'il ne soit pas signé lors du G20. Ce qu'on souhaite, c'est sensibiliser tous les pays qui ont les mêmes interrogations que nous, et ces interrogations sont fortes, à la nécessité de ne pas signer l'accord maintenant. Ensuite, imaginons qu'un accord soit signé contre notre avis. Imaginons... Ensuite, il faut que les représentants des 27 pays européens se rassemblent et qu'il y ait une majorité pour que cet accord soit adopté. On travaille à ce qu'il n'y ait pas de majorité qui puisse passer en force.
Ensuite, au Parlement européen, il faut aussi que cet accord soit ratifié. Notre travail, mon travail et celui de mes camarades au Parlement européen, c'est de convaincre dans les différents groupes politiques ceux qui se posent des questions sur cet accord. On le fait depuis des mois, on le fait de manière renforcée, on est extrêmement mobilisés. Et franchement, au Parlement européen, qui est contre ? Dans tous les groupes politiques, il y a des gens qui sont contre et des gens qui sont pour. Chaque groupe politique est divisé. Par exemple, les Espagnols de tous les groupes politiques sont très pour, parce qu'ils sont dans une logique de gauche comme de droite. De gauche comme de droite. De gauche comme de droite. Ils sont dans une logique de garder une influence sur l'Amérique latine et de pas laisser l'Amérique latine entre les mains de la Chine. Pas laisser l'Amérique latine entre les mains de la Chine, ça ils ont raison. Et qu'il y ait un accord un jour avec le Mercosur. Pourquoi pas ? Moi, je suis pas contre les accords commerciaux, mais il faut que ce soit un bon accord qui protège nos agriculteurs, nos éleveurs ici en Europe. Et puis les consommateurs, j'ai pas envie que les consommateurs mangent ou consomment des produits qui sont pas normes. Personne n'en a envie. Personne n'en a envie. Trump élu, est-ce que l'Europe doit se réveiller ? Ah ben si c'est pas maintenant, ça sera trop tard. Mais se réveiller comment ? Se réveiller économiquement, on est bien d'accord. Avec des investissements, il faut investir. Il faut des investissements massifs. On a un retard. On a commencé à décrocher. Parce que depuis, on va dire, la chute du mur de Berlin, on s'est endormi. Vous vous souvenez, Laurent Fabius et d'autres en Europe qui disaient les dividendes de la paix. Donc moi, on se repose. On se repose pendant que les autres, eux, s'arment, voire se surarment, et maintenant font usage de leurs armes. Donc aujourd'hui, on peut plus ignorer ce qu'est devenu le monde, avec une Russie agressive, un Vladimir Poutine qui n'a pas décidé de calmer ses ardeurs, et un président Trump qui n'est pas plus modéré que dans son premier mandat, comme certains qui voudraient se reposer encore aiment à le penser. On regarde les premières nominations auxquelles Donald Trump a procédé, ça fait dresser les cheveux sur la tête, et il a tout le Congrès américain avec lui, Chambre des représentants, Sénat, il a gagné largement, il a tous les pouvoirs. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On se lamente, les Américains ont choisi démocratiquement. On construit une Europe de la défense. On se demande ce que nous, Europe, on fait, et on arrête de commenter, on arrête de réagir, on agit. Mario Draghi a écrit un rapport passionnant. Tous les rapports sont pas passionnants, mais celui-là l'est. Il explique comment on fait, comment on investit massivement, comment on construit une vraie défense européenne. Mais il y a des divisions au niveau européen pour cela. Écoutez, vous n'êtes pas unis. Comme toujours, c'est difficile de réunir les 27, mais comme toujours, quand la crise est là, quand le réveil sonne, il se passe quelque chose. Et il va se passer quelque chose ? C'est notre engagement. Souvenez-vous, 2017, Emmanuel Macron, le gouvernement auquel je participais, dit autonomie stratégique. À l'époque, on le prend pour un doux rêveur ou pour un théoricien de l'Europe. Aujourd'hui, tout le monde dit autonomie stratégique. Parce que demain, Donald Trump peut nous dire quelque chose qui n'est pas totalement faux en plus. C'est-à-dire que les problèmes des Européens doivent être réglés par les Européens. Oui, mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Mais c'est vrai, il a raison. On a sous-traité beaucoup de choses aux États-Unis. Bien sûr, bien sûr. Poutine, parlons-en, la guerre entre la Russie et l'Ukraine va s'intensifier. Elle va s'intensifier à nouveau. Elle est épouvantablement intense. Elle est déjà Elle est déjà. Mais Nathalie Loiseau, là, on entre avant la prise de pouvoir de Trump. Le 20 janvier, on entre dans une période où chacun va vouloir soit conquérir du territoire, soit défendre le territoire conquis. Ce qui a changé, l'escalade qui vient d'avoir eu lieu, c'est Poutine qui fait appel à des troupes nord-coréennes, 10 000 pour commencer, et pour essayer de reprendre quoi d'ailleurs ? Du territoire russe que Poutine n'arrive pas à reprendre. Mais on ne peut pas regarder ailleurs quand ça est en train de se passer. Pourquoi ? Évidemment parce que l'Ukraine souffre, parce que les troupes ukrainiennes sont en difficulté, mais parce que ça nous concerne. Parce que c'est notre sécurité d'Européens. Parce que aider l'Ukraine, ça coûte cher. Mais ne pas l'aider, la laisser tomber et laisser gagner Poutine, ça coûterait beaucoup, beaucoup plus cher. Est-ce qu'un front pro-ukrainien est en train de se former en Europe ? Un front qui remplacerait un peu le soutien américain ? Alors d'une part, ce front pro-ukrainien, il existe depuis le 24 février 2022. En termes d'aide militaire, on a fait autant que les Américains. Est-ce qu'on est capable de se passer des Américains ?
Pas Voilà. encore. Donc on doit à la fois convaincre Donald Trump que l'idée d'un accord négocié en 24 heures, en fait, il serait perdant, lui. L'influence américaine serait perdante. Sa volonté de limiter les ardeurs de la Chine serait perdante. Mais on doit, nous, trouver les moyens d'aider plus l'Ukraine. Mais d'aider plus l'Ukraine sans porter atteinte à ce qu'on fait pour les écoles, pour la justice, pour la santé. L'argent, il existe. Il est là, il est en Europe, c'est de l'argent russe. Il y a 300 milliards de dollars d'avoir gelé de la Banque centrale russe dans les banques en Europe, au Royaume-Uni, au Japon et un tout petit peu aux États-Unis. On a gelé cet argent depuis 2022, on en utilise déjà les intérêts. Une fois pour toutes, est-ce qu'on imagine qu'il y aura un jour des raisons de rendre cet argent à la Russie ? Utilisons cet argent. Mais utilisons cet argent, et sans attendre. Mais ça fera la utilisons différence. ces plus de 300 milliards, 380 300 milliards de dollars. 300 milliards de dollars. Ils dorment mais en qui Europe. décidera ? C'est l'Europe qui peut décider ? Qui va décider ? Alors, je pense que la meilleure solution, c'est ce qu'on appelle le G7, c'est-à-dire les pays les plus développés de la planète, qui ont tous cet argent dans leur banque, qui décident de dire cet argent va à aider l'Ukraine. On avait, avec notre manière très théorique de voir les choses, décidé que ça irait pour les réparations de guerre le moment venu. Mais ça, c'est une vision théorique. Vous imaginez une Russie bien élevée qui dit oui, c'est vrai. Vous lancez un appel. Utilisons les 300 milliards de l'argent russe gelé. Maintenant, tout de suite, pas pour le plaisir de faire la guerre, pour permettre à l'Ukraine de négocier en position de force. Bien. Nous verrons si la décision est prise, Nathalie Loiseau. Nous verrons, mais le président de la République ne l'a pas dit encore. Hein. Non, mais croyez-moi, je ne suis pas la seule à pousser en ce sens. Et j'entends beaucoup de gens aujourd'hui qui disaient en 2022, oh, est-ce bien raisonnable, est-ce bien légal ? Oui. C'est parfaitement légal. Quand il y a un acte d'agression caractérisé contre le droit international, contre un pays souverain, prendre des contre-mesures, c'est parfaitement légal. Bien, Bakou, COP29... COP de la honte. COP de la honte. COP de la honte. Vous avez vu le président Aliyev, donc l'hôte de la COP 29, ouvrir une COP, donc une conférence destinée à lutter contre le climat, en expliquant que le pétrole est un don de Dieu. Qu'est-ce que la COP faisait à Bakou ? Par ailleurs, on est dans un pays, l'Azerbaïdjan, qui persécute ses opposants. Il y a des opposants azerbaïdjanais qui vivent en France. L'un a été assassiné, un autre a fait l'objet de plusieurs tentatives d'assassinat sur notre sol. C'est un pays qui n'a pas signé de traité de paix avec l'Arménie, qui continue à qualifier l'Arménie de Azerbaïdjan occidental. Moi, vous le savez, j'ai un engagement très fort auprès des Arméniens. Je ne peux pas accepter qu'un pays voisin nie même l'existence de l'Arménie. Et c'est un pays qui insulte la France. J'ai vu. Le président Aliyev a insulté la France. Il y a en ce moment, dans les locaux de la COP, une exposition sur les méfaits du colonialisme français contemporain. Oui. Vous vous rendez compte ? Contemporain, ça veut dire les dom-toms. Ça veut dire l'outre-mer. Mais oui. Je salue la décision d'Agnès Pannier-Runacher, qui a décidé de ne pas y aller. Emmanuel Macron avait dit tout de suite qu'il n'irait pas. Ursula von der Leyen n'y va pas. Olaf Scholz n'y va pas. Joe Biden n'y va pas. L'Azerbaïdjan voulait qu'on parle de lui. Eh bien, ne le décevons pas. Parlons de l'Azerbaïdjan tel qu'il est aujourd'hui. Une tyrannie qui se fiche pas mal de la planète et qui bafoue les droits de l'homme. Et puis, espérons que l'artiste français Théo Clair, 38 ans, qui est emprisonné près de Bakou, soit libéré le plus rapidement possible. Un mot pour terminer sur la Géorgie. Oui. Vous revenez, vous avez surveillé les élections. Et alors ? C'est le festival de la fraude, comme je ne l'avais jamais vu nulle part, et comme ça n'avait jamais eu lieu en Géorgie. Souvenez-vous, la Géorgie 2003, c'est le pays de la révolution des roses, de révolution pacifique, démocratique. C'est un peuple qui est épris de liberté et de démocratie, et c'est un peuple à qui on vient de voler son élection. Merci Nathalie Loiseau. Merci beaucoup d'être venue nous voir ce matin sur Antenne de Sud Radio.